voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et pour ce voyage, nous recevons Sandrine Turgis, maître de conférence en droit public à Rennes 1. Bonjour Sandrine. Bonjour Félix. Vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission, Voyage extraordinaire dans les sciences. Jean-Louis, je te laisse donc la parole. C'est parti. Merci, pour une Félix. petite discussion. Merci Sandrine d'avoir accepté de venir nous voir à Radio Laser et nous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, je crois, qui est on peut le résumer en quelques mots, le droit face au monde numérique. Oui, alors merci Jean-Louis de m'avoir invité à venir présenter mes travaux et puis parler de cette thématique englobée sur ce titre très large. Et c'est vraiment un plaisir, donc j'espère pouvoir apporter quelques éclairages sur ce sujet d'actualité particulier. Ah oui, je crois que c'est important pour tout le monde aujourd'hui parce que on se pose beaucoup de questions. Mais avant de traiter vraiment le cœur du problème, la question que l'on aime bien poser, Félix et moi, c'est d'où venez-vous ? Alors, géographiquement de la Normandie, et sinon, le droit a été une entrée pour moi par rapport à un premier projet. Quand je suis sortie du baccalauréat, je m'étais posé la question de devenir directrice de maison de retraite et il fallait faire soit du droit, soit de la science politique. Donc, j'ai commencé le droit à l'université de Caen et j'ai été, peut-être surprise et fortement enthousiasmée par l'étude de tous ces textes, la jurisprudence, et donc je ne suis plus sortie du droit et ensuite j'ai basculé vers le droit international, notamment droit international et européen des droits de l'homme, qui m'a particulièrement intéressée. Alors, on va y venir tout à l'heure. Mais l'école primaire, c'était où ? C'était dans un petit village ? Alors, école primaire à Saint-Lô, la préfecture de la Manche. Déjà. Voilà. Très bien, très, très intéressante. Je savais pas qu'on revenait aussi loin que ça. Ah oui, on remonte vraiment au départ. Oui, donc et peut-être un goût plutôt pour les sciences finalement. J'étais très intéressée par les questions scientifiques. J'aime bien la littérature aussi, mais ah ben alors non, Félix, nous sommes des hommes heureux aujourd'hui. Oui. Et le nom de Turgis, alors, il a une racine particulière ? Si vous me lancez sur ce sujet, Jean-Louis. Donc, c'est un nom de famille normand qui a une ascendance viking, puisque c'est Thorgeist, le bras armé du dieu Thor. Et c'est un plaisir de porter ce nom, même en Bretagne, finalement. Donc ça veut dire que les Vikings se sont implantés suffisamment pour transmettre des noms à des générations entières, parce que là, on remonte à loin. Donc, Alors, quand on regarde aussi les travaux qui ont été faits par Louis Beuve, le chantre de la Normandie, on voit que ce sont peut-être aussi des familles normandes, finalement, implantées, qui ont souhaité aussi transformer leur nom. Donc, il n'est pas à l'origine, ça n'était pas tout à fait ça. Il n'est pas si certain de savoir si c'est une ascendance viking ou un nom ou une famille d'origine normande ancienne qui aurait transformé. Je n'ai pas là assez de recul sur. Donc vous êtes une femme dangereuse, alors conquérante. Non. En tout cas, voilà, il y a aussi cette ouverture vers l'international. Peut-être que la Normandie développe. Et puis là, nous venons de voir aussi les 80 ans. L'anniversaire des 80 ans du débarquement. Vous y étiez ? Aussi, oui, alors j'ai pu, je suis partie la veille avec mon vélo un petit peu sur les plages du débarquement entre deux visioconférences pour être présente. Mmh. Oui, parce que Saint-Lô, je crois, était une ville martyrisée aussi par les bombardements, donc une période difficile et qui doit nous revenir en mémoire quand même. Peut-être encore plus même aujourd'hui. Donc, alors, le baccalauréat, donc Saint-Lô. Oui. Les études en Normandie. À Caen.
au départ, dans cette donc belle là, on est vraiment Normandie normande. Voilà. Mais après. Donc jusqu'à ce qui était à l'époque la licence à l'université de Caen et ensuite en maîtrise, donc le master 1 aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'aller partir 1 an à l'université de Londres comme étudiante Erasmus. Donc à Queen Mary University College, et c'était 1 an complet, ce qui était fantastique au niveau de la chance, il faut le temps aussi, 6 mois n'auraient pas été suffisants. Et là, j'ai pu découvrir et choisir des cours notamment de droit international des droits de l'homme, droit international de l'environnement, et c'était ça a été le déclic aussi, à la fois de dire que c'était intéressant d'avoir une carrière qui pouvait s'inscrire au-delà à l'international et de travailler sur ces thématiques-là. Tu vois, Félix, je crois que Erasmus a joué un rôle très très important parce que beaucoup de nos invités, finalement, ont pu partir et découvrir un autre pays, d'autres études au moyen d'Erasmus. Et ça a joué un rôle qu'on ne voit pas peut-être de manière si évidente dans la société, je dirais en général, et peut-être dans les lycées, dans les écoles, on n'en parle peut-être pas assez parce que on voit l'effet qu'il a eu profondément, parce que vous le disiez que c'était une période vraiment très particulière pour vous, de découverte et d'apprentissage aussi. Donc, oui. Alors, au niveau de la découverte de nouveaux cours, au niveau de la façon dont l'enseignement est effectué, c'est-à-dire que par exemple c'était en petits groupes avec des classes qu'on appellerait aujourd'hui inversées, des modes courtes, des plaidoiries. J'encadre aujourd'hui des étudiants sur ces thématiques-là de plaidoirie. On participait à un concours par exemple de plaidoirie, donc j'ai découvert ça à Londres. Et puis aussi tout l'environnement international créé par Erasmus, la possibilité de toucher aussi Londres, c'était extraordinaire. Il y avait une exposition à Montparnasse il y a 2 ou 3 ans sur Erasmus, sur les grands tapis roulants, vous savez là. Il y avait tout ce qu'Erasmus a pu apporter aux uns et aux autres. Moi, j'ai gardé aussi des contacts avec des étudiants Erasmus rencontrés là-bas il y a quand même quelques années. Je suppose que lorsque vous étiez à Londres, vous aviez des Espagnols, des Grecs, des Italiens, des Allemands, que ça venait un petit peu de tous les pays aussi. Oui, donc, très international. C'est un terrain fabuleux pour les rencontres. Oui, alors moi j'ajouterais, c'est une expérience personnelle, non pas de moi, mais de mon fils. Mon fils n'a pas fait Erasmus, mais il s'est pris beaucoup de temps, à mon avis, pour aller voir ses copains qui étaient ici ou là. Donc il a vécu quelques semaines à Barcelone, quelques semaines à Turin, je crois, et bien sûr en Angleterre. Donc il a profité un petit peu de ses amis qui étaient installés là-bas pour un moment. Ça lui a permis aussi, c'est une autre façon peut-être d'utiliser Erasmus, un peu plus poétique, disons, parce que mon fils a eu comme quoi passage, ça a des effets secondaires. Ah oui, exactement. Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Pour revenir au droit international, droit de l'homme aussi, quelque part une sensibilité particulière pour ce sujet-là ? Alors après cette année Erasmus, j'ai intégré donc le DEA Master 2 de l'Université de Strasbourg, un DEA sur la question des droits de l'homme en Europe. Et là, c'était vraiment au cœur aussi géographiquement, finalement, avec le siège du Conseil de l'Europe. Et des enjeux qui étaient à la fois en droit constitutionnel et puis ces enjeux du droit. Alors là, on vient de parler d'Erasmus, mais droit du Conseil de l'Europe, le droit de l'Union européenne en la matière. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Et finalement, moi qui pensais à un moment arrêter après la licence pour passer des concours administratifs, j'ai pu poursuivre, j'ai souhaité poursuivre et j'ai eu la chance aussi de sortir majeure du DEA et d'avoir la possibilité d'avoir un financement pour une thèse. D'accord. Donc thèse aussi à Strasbourg ? Assez particulier, le professeur Jean-François Floss, qui dirigeait le DEA et qui a encadré ma thèse. On a en effet commencé cette thèse à Strasbourg et puis je l'ai terminée à Paris 2 puisque lui avait basculé de Strasbourg à Paris 2. D'accord, vous avez accompagné votre directeur de thèse. C'est à peu près ça, c'est assez particulier.
Voilà, mais j'ai commencé à Strasbourg à assurer des charges d'enseignement en tant que chargée de travaux dirigés. Vous étiez à TER alors ? Alors pas à Strasbourg, c'était à Caen, je suis retournée à Caen pour ça, mais en effet, j'ai été allocataire moniteur à Strasbourg, donc à l'université, à la faculté de droit des charges de charge de TD, et puis à l'IEP, Institut d'études politiques, en charge de séminaires de méthode de droit international, ce qui est encore un autre public que l'université. Voilà. Et puis après, la fin de la thèse à l'université Paris 2. Et comment vous êtes arrivé à Rennes alors ? Comment suis-je arrivée à Rennes ? Sentimentalement, peut-être. Voilà. Je suis basculée de Strasbourg à Rennes pour rejoindre celui qui est aujourd'hui mon conjoint, le père de mes enfants, qui lui, et d'ailleurs est normand aussi, sauf que lui, il était simplement, il avait travaillé. La connexion normande. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Rennes. Vous avez postulé pour un poste de maître de conférence, qui ne c'est pas des choses qui sont évidentes pour. Il y a beaucoup de candidats, peu de postes, donc tout s'est bien passé là. Voilà, alors j'ai fini par avoir un poste de maître de conférence à Reims. J'ai débuté, j'ai découvert l'université de Reims Champagne-Ardenne. Et, c'est avec des collègues fantastiques, une université à taille humaine et très dynamique. Et pendant 4 ans et demi, j'ai fait la navette. J'étais ce qu'on appelle ces enseignants TGV. Finalement, j'ai fait la navette Rennes-Reims. Qui n'est pas un chemin facile quand même. Hein. Il n'y a pas de train direct là, je crois pas. Alors là, j'ai découvert Massy TGV. Voilà. Ou la gare Montparnasse et Paris, la gare de l'Est. Donc je suppose une période un peu difficile pour la famille, pour les enfants. Voilà, et donc, mais c'est fini là maintenant. L'implantation rennaise, voilà, pour vous deux, elle est quasiment définitive, on pourrait dire. On ne sait jamais, mais... Oui, alors pour revenir de Reims à Rennes, j'ai réalisé un détachement au ministère de la Défense, ce qui m'a permis d'enseigner le droit en tant que maître de conférence à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, ici à Guerre. Et ensuite, à l'occasion d'une ouverture d'un poste à Rennes, je suis redevenue enseignant-chercheur à l'université, et cette fois-ci à l'université de Rennes en 2016. Eh bien, c'est un parcours pas banal quand même. Ah non, pas du tout même. Hein. Pas du tout. Alors, le monde numérique. Pourquoi avoir choisi cette thématique Pourquoi vous plongez dans cette thématique, qui est une thématique très compliquée, très complexe? Alors, à l'origine, ma thèse ne porte pas du tout sur cette question. Ma thèse, elle est sur les interactions normatives, la façon dont un traité est pensé par rapport à un autre traité existant, dont les États essayent de se libérer d'une obligation internationale en jouant l'une contre l'autre, notamment par le biais aussi de réserves ou de déclarations interprétatives. Et la question dont les juges internationaux vont dialoguer entre eux, notamment la Cour européenne des droits de l'homme qui dialogue avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou la Commission, il n'y avait pas encore à l'époque la Cour africaine des droits de l'homme, et puis même chose au niveau onusien. Donc j'ai commencé à mener ces recherches sans penser du tout aux aspects numériques et sans bénéficier d'ailleurs de la numérisation d'un certain nombre de ressources. Et finalement, pour parler du Conseil de l'Europe, par exemple, la base du DOC a été créée qui permet d'accéder au jugement, aux arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu aussi une numérisation accrue des traités. Et à la fin de la thèse, le bilan a été que si tout ça avait existé au début, la partie recherche de ces interactions aurait été beaucoup plus simple avec des mots-clés, des fichiers et autres. Donc j'en avais parlé un petit peu à la fin dans la thèse. Il y a quelques éléments sur ce que l'Internet, parce que c'était à l'époque plutôt le terme Internet, apportait à la recherche et à ces interactions normatives. On voyait que déjà, il y avait quand même des arrêts qui citaient de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pouvaient citer des sources Internet. Et donc, une fois après avoir soutenu cette thèse et qu'il fallait chercher un autre objet aussi de recherche, je n'ai pas abandonné ces questions des interactions, mais je me suis posé la question de cette accessibilité numérique au droit. Est-ce que ça changeait finalement, à la fois pour accéder au corpus juridique et pour la recherche elle-même, finalement.
D'accord. Et la réponse ? C'est comme ça. Eh bien, je cherche encore, peut-être. Voilà. Il me semble que ça facilite l'accès aux textes juridiques. Là, c'est certain. Les ressources Internet, elles sont, même peut-être qu'on a une inflation aussi. On en a peut-être trop. Il faut encore avoir le bon filtre ou la bonne compréhension derrière. C'est pas le tout d'accéder aux textes. Par contre, on voit qu'en même temps, quand on parle de la dématérialisation, par exemple, des services publics, des questions comme ça, il suffit de regarder les rapports du défenseur des droits. On voit bien qu'il y a toujours cette fracture numérique qui pose des difficultés pour l'accès aux droits à l'heure du numérique. Oui, c'est le volet, parce que là, après, ça devient beaucoup plus vaste. Les questions deviennent beaucoup plus vastes. Il y a je sais pas, on peut en citer peut-être quelques-unes qui nous touchent de près. Il y a les médias, déjà. Le droit de propriété qui fait des débats partout. Alors je crois qu'il y a des accords qui ont peut-être que des accords ont été signés, mais c'était une question difficile. La santé, qui nous concerne tous. On a chaque jour le numérique qui nous revient dans la figure avec l'accès des bases aux bases de données, le piratage, etc. Alors, on peut traiter beaucoup de sujets. Donc, je ne sais pas quel est celui qui vous plairait d'abord. Alors, c'est vrai que cette question du droit à l'heure d'Internet, c'est aussi la question des droits fondamentaux ou des droits de l'homme à l'heure d'Internet. Vous parliez du droit d'auteur. On a cette question de la protection des droits à caractère personnel, propriété intellectuelle, qui pose des difficultés importantes. Comme vous voulez, ça peut être le sujet que vous préférez. Je peux parler de cette question, par exemple, qui est au cœur aussi de cette question de l'accès aux droits. J'ai beaucoup travaillé sur la question des migrants et des réfugiés et ce que le numérique change pour eux sur l'accès aux droits et notamment à l'accès à la protection internationale ou au droit d'asile pour les réfugiés. Donc ça, c'est par exemple une recherche que j'ai pu mener en étudiant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai publié plusieurs articles sur la façon dont la Cour ou le greffe de la Cour utilisait le numérique. Et par exemple, notamment pour documenter pour vous donner un simple exemple, une question de traitement inhumain ou dégradant dans une prison russe parce que les conditions n'étaient pas les bonnes pour vivre. Et puis la preuve qui est apportée devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un rapport qui est en ligne, qui est sur le site de l'administration russe, qui montre qu'en effet, ça ne va pas dans cette prison. Donc on joue contre la Russie devant Strasbourg, un rapport que l'administration met à disposition. Donc ça, c'était intéressant de voir comment ça pouvait jouer en termes de preuves. Et donc dans ces questions-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'affaires qui concernaient des migrants et des réfugiés qui documentent finalement le risque de persécution pour les réfugiés en cas de retour dans leur état d'origine par des preuves numériques. Et c'est une thématique que j'ai essayé d'investir. Donc, quand je suis arrivée à Rennes, justement, en 2017, le laboratoire LIOD, dont je relève à l'Université de Rennes, m'a soutenu dans l'organisation d'une journée d'études sur les données numériques des migrants et des réfugiés, qui était le résultat d'un an de recherche avec des collègues rennais, des collègues belges aussi, et puis des magistrats et des avocats sur cette question de ce parcours numérique des migrants et des réfugiés de leur état d'origine à la frontière en passant par la preuve devant les instances. Donc là, c'est une sorte de traçabilité qui est faite pour les migrants et pour les réfugiés ? Alors, il y a plusieurs volets à cette question. En effet, il y a une traçabilité aux frontières, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent confrontés à des bases de données importantes. Donc la première étant Eurodac, l'enregistrement des empreintes digitales à la frontière. Et là, on vient d'avoir des évolutions en droit de l'Union européenne avec le pacte migration et asile. On va avoir d'autres données qui vont rentrer dans le système. L'idée, c'est de savoir quel est l'État qui est responsable dans l'Union européenne du traitement de la demande d'asile. Mais finalement, ces bases de données, on voit qu'elles sont aussi accessibles avec des révisions des textes à Europol notamment. Donc des bases de données qui à l'origine sont là pour traiter les demandes d'asile vont servir à identifier des risques avec une confusion finalement sur les objectifs entre l'asile, l'immigration et puis des questions de sécurité qui viennent phagocyter l'ensemble. Là, c'est plutôt une question de traçabilité et
de profilage aussi finalement aux frontières. Et en même temps, eh bien, il y a un deuxième volet qui est le fait que les associations elles-mêmes qui veulent aider, soutenir les migrants et les réfugiés, elles vont créer des bases de données, elles vont informer numériquement. Et eux, ces demandeurs d'asile notamment, devant l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés apatrides, ou devant la Cour nationale du droit d'asile, vont présenter des preuves qui sont sous format numérique ou qui sont des preuves qu'ils trouvent sur Internet, qu'ils trouvent sur des réseaux sociaux, pour illustrer ou tenter de démontrer qu'ils sont à risque dans l'état d'origine. Et donc, ils ont droit de bénéficier de la protection internationale. D'accord. Donc, c'est la notion de risque pour la société qui les accueille qui est le danger principal, cette mesure de risque? Alors non, c'est le risque de persécution dans l'état d'origine. C'est le réfugié iranien qui arrive en France ou en Suède, par exemple, parce qu'on a des affaires en Suède, et qui va dire que depuis qu'il est en Suède, il a participé à des émissions de radio, par exemple, où il a publié des articles en ligne sur un certain nombre de sites, et que le régime iranien est au courant de son activité. Donc, s'il n'obtient pas l'asile, par exemple, il serait à risque dès l'arrivée à l'aéroport. Donc, le risque, c'est le risque pour les réfugiés, c'est le risque de persécution dans l'état d'origine. Mais ça peut être aussi la personne qui était dans un état dans lequel l'homosexualité fait l'objet les homosexuels font l'objet de persécution et qui prouve qu'il est sur des forums pour présenter son orientation sexuelle et obtenir une protection. Donc, il documente numériquement finalement le risque de protection. Ou c'est lui sur une photo d'un journal en ligne. Mais ce genre de document normalement est protégé par les organismes qui les constituent, et c'est là où le piratage peut intervenir. Alors, il y a plusieurs volets à cette belle thématique que vous soulevez, Jean-Louis. Il y a d'une part quand même les États qui, c'est un peu comme l'affaire de la Russie tout à l'heure, qui mettent à disposition, c'est l'open data. Aujourd'hui, on a beaucoup de documents qui sont disponibles en ligne. Ce qui permet de prouver aussi, par exemple, la personne qui est réfugiée, qui est demandeur d'asile, il ne part pas non plus avec tous ces documents sur le chemin de l'asile. Donc, il peut réussir à obtenir le jugement, à ce moment-là, qui le vise. Et ça, c'est un document qui est accessible à tout le monde, finalement. Mais en même temps, il y a aussi des documents que lui-même souhaiterait protéger, qui peuvent le mettre à risque. Ça, c'est l'inverse. C'est le fait que son ordinateur ait été piraté, par exemple, le met à risque. Et puis, il y a aussi, dans ces questions numériques, on peut tout à fait imaginer, on a une question qui est récurrente devant le juge de l'asile, c'est l'authentification, la réalité, finalement, des documents, la véracité des documents qui sont fournis en version papier. Et la même question se pose en version numérique. On voit parfois de façon plus aiguë comment est-ce qu'on prouve ou comment est-ce qu'on dépose l'information relative au site internet. Et parfois, le juge de l'asile dit que, en fait, d'avoir imprimé le site, la page d'écran, ça ne suffit pas. Donc, se pose la question de comment on fournit cette preuve. Et puis, en effet, il y a des régimes, aujourd'hui, à l'heure de la manipulation de l'information, qui n'hésitent pas à publier des fausses informations, notamment sur des opposants au régime. Et là, on pourrait avoir un compte-rendu numérique, finalement, faux pour mettre en péril le statut d'opposant d'un réfugié, et se pose la question de savoir comment le juge de l'asile va réussir à identifier le vrai du faux dans tout ça, sa conviction en la matière. Donc si on regarde le côté intelligence artificielle tel qu'on l'entend aujourd'hui, la situation ne risque que de s'aggraver, c'est ça? Oui. Alors si on rajoute la couche de l'intelligence artificielle à tout ça, ça va nous poser beaucoup de difficultés. Et en même temps, quand vous évoquez l'intelligence artificielle, on voit qu'elle est utilisée par les instances d'asile. Par exemple, en Allemagne, il y a c'est mis en place un système d'intelligence artificielle pour identifier l'origine ethnique du demandeur d'asile. On lui demande d'enregistrer quelques phrases et l'intelligence artificielle va signaler si la région dont il dit qu'il relève est vraiment celle-là au regard de la façon dont il prononce tous ces éléments. Et là, on retrouve la question des biais.
Si nous n'avons pas les bonnes données au départ, c'est parce que voilà, on sait très bien que la prononciation, on peut avoir des biais d'entraînement, enfin des problèmes dans les données d'entraînement, des biais aussi dans cette question qui peuvent conduire à de la discrimination, voire à refus d'une demande d'asile en lien avec l'intelligence artificielle. Écoutez La Proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. À celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, que vous êtes à l'écoute de Radio Laser et nous sommes dans l'émission Un voyage extraordinaire dans les sciences, une émission de Jean-Louis Coatrieux, et nous recevons aujourd'hui Sandrine Turgis, maître de conférence en droit public à Rennes 1, et nous débattons donc vraiment de sujets qui sont très concrets, très intéressants, très nouveaux aussi, parce que et qui évolue à grande vitesse, je pense. Oui, alors la question de l'intelligence artificielle a apparu peut-être dans les débats publics de façon aiguë, et on voit bien que rapidement les publications et les évolutions technologiques sont difficiles peut-être à suivre pour le juriste que je suis, et c'est peut-être là que je peux évoquer le fait que j'ai la chance de pouvoir participer à des projets de recherche pluridisciplinaires avec des collègues de sciences dures, ce qui est quelque chose de particulièrement enrichissant. D'accord. Oui, alors là, je crois qu'elle fait allusion, Sandrine, pardon, Félix, oui, je t'en prie. à des projets qui ont été construits dans le cadre d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle ComInLab, qui regroupe toutes les équipes de recherche de Bretagne et d'au-delà, Nantes en particulier, autour des sciences et technologies de l'information et de la communication. Donc ça va des télécoms 5G jusqu'à l'informatique et des sujets comme la santé, etc. Et donc c'est un projet multidisciplinaire que vous avez eu, qui était un des rares projets de ce type où les sciences informatiques, si tu veux, autour la cybersécurité, par exemple, des choses comme ça, c'est marié d'une certaine manière avec le droit. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir peut-être un écho de l'expérience que ça vous a apporté. Oui, alors finalement, je participe ou je co-dirige 2 projets de recherche. Le premier projet, c'était sur le profilage en ligne entre libéralisme et régulation. Bon, c'est plus compliqué pour les éditeurs, mais je vous ai apporté, Jean-Louis, l'ouvrage qui ressort de ces travaux pluridisciplinaires. On a même réussi à publier ensemble, finalement. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ma collègue Marilyn Boisard qui avait porté au début ce volet juridique pour l'IOD de la recherche. Et puis, j'ai pris la suite avec Alexandra Benzamoun. Je co-dirige actuellement un autre projet de recherche, cette fois-ci sur la blockchain et la privacy, donc toujours avec ce financement ComInLab, qui permet à un doctorant, Damien Franqui, d'avoir un doctorant en droit, d'avoir ce financement. Donc je co-dirige sa thèse avec Brunsen Bertrand. Et on a en parallèle, côté sciences dures, un doctorant aussi qui est qui est encadré par David Effray, qui relève chercheur INRIA. Et donc, on a 2 doctorants qui ont commencé ensemble leur recherche sur la blockchain et la privacy. Donc ça, c'est particulièrement... Leur profil, est-ce qu'ils ont un profil informatique l'un et l'autre, ou est-ce que c'est un mélange aussi? Non, ils avaient chacun leur propre... alors, Damien Franqui avait travaillé déjà sur... son mémoire de Master 2, alors c'était pas à l'Université de Rennes, avait déjà une sensibilité sur ces questions de sciences, puisque j'ai plus exactement les termes, mais c'était aussi en lien avec l'intelligence artificielle et autres. Mais depuis qu'ils ont commencé en parallèle, ils écrivent chacun leur thèse dans leur discipline, il y a des échanges importants qui se sont créés. Là, on essaye d'écrire tous les 4, avec les 2 doctorants et puis David Effray, un article en commun sur la blockchain applicable aux réfugiés. Ce que je peux dire sur ces recherches et de support ComInLab en la matière, c'est que c'est extraordinairement... c'est un excellent outil. Forcément, il y a un coût d'entrée quand il faut parler, représenter ses recherches, comprendre comment les autres travaillent. Mais c'est fantastique, autant sur le profilage. J'ai oublié de dire que pour le profilage, excusez-moi, il y avait aussi des collègues de Rennes 2 en sociologie. Alors, c'était plus compliqué sur la blockchain. Là, on a eu juste ce face-à-face avec
les collègues en sciences numériques et informatiques. Mais voilà, il y a un coût d'entrée, c'est clair. Il y a des méthodes de travail et c'est intéressant aussi de découvrir que les uns et les autres, on ne travaille pas de la même façon, on ne valorise pas aussi, on n'a pas les mêmes exigences aussi d'évaluation derrière. Donc, c'est ça. Et quelle chance d'avoir un ouvrage collectif. Il y en aura un nouveau là à l'issue d'un colloque qu'on va organiser au mois de septembre sur la blockchain et la privacy. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que David Effray était dans la recherche. David Effray et moi, nous étions dans le premier projet et ça a dû bien se passer puisque c'est lui qui est venu me voir après pour dire voilà, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble sur la blockchain et la privacy. Mais puisqu'on est sur le livre, le titre est le profilage en ligne entre libéralisme et régulation. Et il est publié par Marais Martin, c'est ça l'éditeur ? Éditeur à Paris. Alors, on peut parler un petit peu du profilage, parce que le profilage se fait de manière indirecte aussi, et les gens ne savent pas forcément comment ce profilage se met en place de manière très sophistiquée. Un mot justement sur le profilage. Donc, Alors peut-être qu'il y a quand même une sensibilisation quand on a eu tous ces éléments en lien avec la mise en œuvre du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, adopté en 2016. Et là, on s'est retrouvé quand même à nous demander si on voulait continuer à être abonné, enfin, normalement quand tout s'est bien passé, aux listes de diffusion. Et puis on a en parallèle ces questions des cookies, là, les accepter, pas les accepter, parce que voilà, si on les accepte, on sait qu'il y a derrière un profilage. Si on les accepte pas, on se retrouve parfois à ne plus pouvoir accéder du tout à la ressource numérique. Donc le profilage en ligne, c'est la question d'un profil qui, c'est de rattacher en fait des éléments qu'on donne, comme on nourrit nous-mêmes aussi ce profilage par des traces plutôt par des éléments qu'on complète dans des formulaires en ligne, mais aussi beaucoup par des traces numériques, les recherches qu'on fait ici ou là. Et c'est un profilage à visée commerciale derrière. Nos données sont le nouvel or noir, c'est ce qu'on dit, du 21e siècle, mais c'est aussi un profilage sécuritaire qui peut, pour lutter contre le terrorisme, la grande criminalité. On a plusieurs types de profilage ici et plusieurs outils finalement qui sont mis en œuvre. Alors le droit par rapport à ces questions-là, il est efficace, il va permettre de protéger. Comment peut-on voir les choses pour l'avenir là ? Alors le RGPD encadre l'utilisation du profilage. Il y a des profilages interdits, il y a des différents éléments. Ensuite, comme toujours, c'est pas parce que c'est inscrit comme une interdiction que personne ne grille le feu rouge ou ne passe là où il ne faut pas. Donc il faut que le contrôleur, et notamment la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, continue à suivre ce sujet. Alors c'est la CNIL et les CNIL européennes, puisqu'on voit qu'ici, il y a aussi un travail de concert qui est mené. Il reste encore beaucoup à faire. On arrivera à contenir toutes ces dérives qui peuvent exister. Alors il y a une faute aussi, une responsabilité aussi individuelle, certainement dans ces choses-là. Mais il y a quand même en face des instruments extrêmement puissants, des intérêts extrêmement puissants aussi. Donc, les équilibres sont difficiles à trouver, non ? Mais Jean-Louis, quand vous évoquez la responsabilité individuelle, là on dit que l'internaute doit être proactif sur Internet, mais c'est particulièrement difficile. Dans la recherche sur le profilage en ligne, les sociologues ont travaillé sur la notion de consentement résigné. À un moment, on accepte le cookie, à un moment, on accepte finalement les conditions générales d'utilisation du service sans les avoir lues, parce qu'il faut bien accéder au service, parce qu'aujourd'hui, on a une vie numérique et sans vie numérique, on se retrouve exclu aussi d'un certain nombre d'éléments. Donc, il faut finalement, c'est comme l'histoire de la pollution vers les pots de yaourt, il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi du côté, comme vous dites, des fournisseurs d'accès, qu'il faut, c'est à eux aussi de rendre plus accessible et la règle ou les limites ou ce à quoi on consent, et aussi d'appliquer les règles de l'interdiction de certains éléments, de les appliquer vraiment. Donc la CNIL fait des contrôles, effectue des contrôles, le juge de son côté aussi, on poursuit sur la question. Il faut sensibiliser les uns et les autres, mais là on voit bien que le droit européen, par exemple, a proposer d'autres instruments, le Digital Service Act, Digital Market Act, pour encadrer encore plus ces actions de ces grands fournisseurs de services numériques, plateformes et autres.
Et je ne sais pas qu'ils sont cernés, mais voilà, il existe de plus en plus de textes et il faut qu'ils soient appliqués et aussi qu'ils puissent s'articuler les uns à côté avec les autres. Oui, alors on va pas pouvoir aborder toutes les questions qui préoccupent, je crois, une grande majorité d'entre nous. Il y a le problème des enfants, des populations vulnérables, je dirais, de manière générale, pas seulement les enfants, mais alors sur des grands opérateurs comme Facebook, comme TikTok, comme X, je crois. Le droit par rapport à ces gens-là, à ces grosses entreprises-là, il est comment? Il est tout petit? C'est la lutte de David contre Goliath ou... Alors là, dans le droit de l'Union européenne relatif à ces thématiques, un point intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'une application extraterritoriale, parce qu'on a aussi les non-cités sont aussi outre-Atlantique, relève du droit américain, mais le droit de l'Union européenne se saisit aussi et est applicable à leur égard par le biais qu'ils vont viser le marché européen, ils visent les internautes européens. Et donc là, je pense qu'on a des raisons d'imaginer que la régulation, le droit européen peut rattraper finalement une partie peut encadrer une partie en fait de leur activité. De leurs activités. Après, on voit bien les passes d'armes, les derniers des communiqués de presse de la CNIL ou des CNIL européennes, avec l'idée que certains pensent qu'ils sont complètement au-dessus, finalement, des règles. Voilà. Est-ce qu'il faut être optimiste et David contre Goliath, peut-être en partie, mais quand même une construction, je pense, juridique peut laisser envisager des évolutions, et notamment le Digital Services Act pour lutter contre la manipulation d'informations, la haine en ligne, tous ces profilages parce qu'on ne le voit pas, donc on ne sait pas qu'on est resté dans une bulle informationnelle, et voilà. Et donc là, normalement, on devrait... Tu as peut-être quelque chose... J'aurais plein de questions à poser, mais oui, est-ce qu'une question peut-être idiote, est-ce qu'il y a une opposition, une concurrence entre les intérêts politiques et les intérêts économiques pour tout ce qui concerne ces histoires de profilage? On reçoit, alors moi je suis abonné à Facebook, toi Jean-Louis tu ne l'es pas, mais on reçoit quelquefois des choses étranges, des publicités étranges. On ne sait pas trop si ça vient sans doute du partage des données entre grosses entreprises, entre des grosses chaînes. Mais est-ce qu'il se passe la même chose, par exemple, sur le plan politique? Si moi j'exprime une idée politique sur Facebook, ce que j'essaye de ne pas trop faire, est-ce que ça peut me retomber dessus, puisque je vais être en quelque sorte fiché. Et qu'est-ce qu'on a le plus à craindre? Ma question est un peu longue et peut-être embrouillée, excusez-moi. Plus ce fichage politique ou ce fichage économique, ou est-ce qu'il y a des convergences entre les deux? Là, c'est vrai que ça fait écho au scandale Cambridge Analytica qu'on avait vu avec l'orientation politique identifiée et puis cette campagne américaine. Les deux vont se cumuler, il me semble. Il est possible aussi de peut-être, pas de responsabiliser, mais c'est vrai de penser en fait que tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, on expose. Que ce soit par un pouce levé des orientations. Et en fait, finalement, en même temps, le profilage, l'idée, c'est bien ça, c'est que vous n'avez peut-être même pas besoin d'exprimer votre opinion politique. Par le biais d'être attaché à un groupe particulier, parce que vous suivez telle page ou telle autre, et ainsi de suite, on vous inclut dans un groupe politique particulier, notamment pour un démarchage pour des offres commerciales. Donc je pense que ce qu'il faut surtout, c'est en être conscient. Il faut sensibiliser, donc vous parliez des publics les plus vulnérables, notamment les plus jeunes.
Alors là, pour les migrants et les réfugiés, je m'intéresse aussi à cette question de l'inclusion numérique et de la formation. On voit que Emmaüs Connect, par exemple, fournit à la fois des outils pour aider les migrants et les réfugiés à accéder au numérique, mais les forme aussi à une pratique qui peut... pour les protéger eux-mêmes dans leur démarche. Et avec l'ADIR, la délégation interministérielle sur le sujet, il y a eu pas mal de projets qui ont été valorisés. Il faut être sensibilisé sans faire peur. Alors on voit bien que l'intelligence artificielle rajoute d'autres enjeux en la matière. C'est dès les premiers... Dès l'entrée à l'école, même à l'école primaire, parce que là, on a aussi d'autres questions qui sont des usages qui se mettent en place assez jeunes, avec les cartables électroniques, les aspects cumulés avec l'usage des réseaux sociaux au collège. On a entendu les débats sur le sujet. Donc, il y a des points de pratique qui doivent être réfléchis au sein des établissements, et puis un encadrement aussi cumulé avec l'encadrement que proposera ou pas le législateur. Mais le simple, excusez-moi oui, Jean-Louis, je vais vous faire rire un petit peu. Le simple fait de donner sa date de naissance à Facebook, ça oriente aussi la publicité. Alors pour vous faire rire, depuis les temps derniers, j'ai reçu de la publicité pour les petites pilules bleues. Ensuite, pour faire mieux fonctionner ma prostate. Ensuite, ça a été pour monter l'escalier, là, je sais pas comment ça s'appelle, les montes-escaliers. Et voilà maintenant que je reçois des pubs pour les entreprises funéraires. C'est quand même... Là, t'exagères. Mais non. Oh. Je t'assure, Jean-Louis, que oui, ça évolue avec le temps. Alors, j'imagine quelqu'un qui est en train de suivre mon âge, là, sur un écran. Oh, celui-là, on va lui envoyer un truc pour une entreprise funéraire, parce qu'il commence comme... Enfin, bon, je plaisante, mais la moindre information qu'on peut donner à ces boîtes-là, ça peut nous ficher... Oh, oui, tu sais, j'ai eu l'occasion avec un ami qui m'écoute peut-être, il m'écoutera peut-être, Michel Carbaol, qui est un statisticien, de travailler sur des bases de données qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on évoque aujourd'hui. Mais en fait, à partir tu prends des résumés d'articles, par exemple, dans une thématique donnée, informatique ou autre, et tu extrais les mots les plus fréquents de ces résumés. Et tu peux, à partir de là, savoir quels sont les articles qui sont proches de ceux qui t'intéressent. Et donc, même à partir d'un vocabulaire relativement neutre, tu peux faire des connexions, des liens, et c'est ce qui explique c'est pas parce que tu vas dire que tu vas voter, par exemple, pour les Républicains, je dis n'importe quoi, donc ils n'ont pas besoin de le savoir explicitement. C'est à travers tes goûts, tes commandes, tes échanges avec tes visites de sites, etc., que tu peux découvrir le profil de quelqu'un qui peut être relativement bon. Oui. Et précis. Et l'intelligence artificielle va rajouter une couche puissante à ça. Oui, c'est les traces en tant que telles déjà. Et en fait, on peut dire aussi, Félix, pour vous rassurer, c'est qu'il y a une discrimination. On peut prouver, on peut dire qu'on est discriminé, même si c'est un faux profil qui nous est attribué. Parce que ces questions-là, après, se posent aussi sur la mutuelle qui utiliserait ces informations pour augmenter ses services, enfin augmenter votre cotisation ou autre. Ce sont des sujets sur lesquels ont travaillé des collègues sur cette question de l'articulation entre, par exemple, la protection, l'accès à la protection sociale ou. Et là se pose, Sandrine, la question vers qui on se retourne quand on tombe sur une difficulté majeure qui est liée à l'utilisation de données, etc., abusives vers qui peut-on se tourner ? Alors là, un des interlocuteurs, c'est la CNIL. Et la CNIL fait tout un travail de diffusion aussi, à la fois des bonnes pratiques vers ceux qui utilisent les données, d'information et sensibilisation pour les internautes. Et puis, elle a des pouvoirs qui ont été renforcés par le règlement général sur la protection des données.
et elle va pouvoir... Mais c'est pas un juge, c'est vraiment vers la CNIL qu'il faut se tourner. On ne peut pas aborder la question avec de la proximité. Alors si après, au-delà de la CNIL, on a les juridictions qui vont se saisir de ces enjeux. Alors ça dépendra aussi exactement dans quelle est l'affaire en question. Et il y a aussi des interlocuteurs divers. Alors, par contre, ça pourrait être aussi, par exemple, le droit à l'oubli. C'est-à-dire que les informations que vous avez fournies ou qui ont été fournies par des tiers sur vous, que ce soit une photographie en ligne, la Cour de justice de l'Union européenne a consacré un droit à l'oubli numérique. On voit qu'il y a des questions qui se posent aussi aujourd'hui côté Cour européenne des droits de l'homme. Je pense notamment à une affaire de l'année dernière où c'était un médecin qui, son nom apparaissait dans un article de presse il y a de nombreuses années parce qu'il y avait eu plusieurs accidents au même endroit et il avait été le conducteur d'un de ces accidents mortels et tous les archives du journal en question avaient finalement été numérisées récemment et quand les patients voulaient le contacter, eh bien son nom apparaissait en lien avec cette affaire. Et la Cour européenne des droits de l'homme, là aussi, a identifié la question de... c'est compliqué, mais elle a basculé vers l'idée qu'il y avait un droit à l'anonymisation pour des archives d'informations réelles. Il n'y a pas de problème c'est pas faux, c'est comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour pouvoir tourner la page aussi numériquement de ces questions. Et une application réelle se met en place parce que c'est des chantiers immenses. Alors là, c'était en l'occurrence pour l'affaire belge, c'était le journal Le Soir. Et le journal Le Soir a anonymisé l'article. D'accord. J'avais des mots que j'avais retenus de mes lectures en préparant l'émission. On est assez frappé par la rapidité, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'évolution des technologies et des outils qui permettent de manipuler, de communiquer, et puis la lenteur évidemment du droit qui prend du temps pour se mettre d'accord sur des textes avec des validations multiples, etc. Et j'ai trouvé à un moment donné que vous parlez d'éléments non contraignants de soft law. Comme si c'était des éléments qui permettaient transitoirement, tout au moins. Enfin, je sais pas, est-ce que j'ai bien lu? Oui. Est-ce qu'il y a en fait aussi quelques outils qui permettent de répondre plus rapidement que des changements de loi qui vont être... Oui, c'est la question de l'asynchronisation entre l'évolution technique et le droit, le juriste, le Parlement, le législateur qui semble finalement être toujours en retard sur le sujet. Donc une des solutions, c'est d'adopter des textes qui seront... techniquement neutre, parce que ça, on a encore la neutralité technologique, ça pose encore problème, mais qui utilisent des termes qui ne font pas référence à une technologie en particulier, mais finalement à un usage particulier, la technologie de l'information et de la communication plutôt qu'Internet. Alors, c'est pas le cas. On a la convention, par exemple, sur le droit des personnes handicapées, une convention onusienne qui, elle, fait expressément référence à Internet. Comment Internet doit être inclusive pour les personnes handicapées, par exemple. Mais on a beaucoup d'autres conventions qui n'y font pas référence. Je pense notamment à la convention du Conseil de l'Europe, convention 108, qui a été modernisée et qui, elle, reste dans des termes plus neutres pour essayer d'englober les technologies passées, actuelles et futures. Mais alors, c'est pas une démarche qui est non plus totalement figée, parce que là, à la fois côté Union européenne, il y a un texte sur l'intelligence artificielle qui vient d'être adopté, un règlement sur l'intelligence artificielle, et côté Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme qui date de 1950, finalement, on a une sorte de version à l'aune d'intelligence artificielle, puisqu'on a une convention sur les droits de l'homme et l'intelligence artificielle qui a été adoptée. C'est pas encore entré en vigueur, mais ça vient d'être adopté. Donc, où le Conseil de l'Europe, finalement, est arrivé à l'idée qu'on ne pouvait pas rester, il fallait penser, en fait, à ce nouvel objet intelligence artificielle ou cette nouvelle technologie et ces nouveaux usages qui a un impact tellement fort qu'il faut y penser et adopter un texte particulier. Et alors, l'autre solution, parce que adopter des textes, notamment des conventions internationales ou d'autres types, des instruments internationaux, ça prend du temps et il faut que les États soient d'accord pour adopter le texte. Et ensuite, il y a tout le travail de ratification, c'est-à-dire qu'entre ceux qui étaient d'accord au début pour signer pour la belle photo protocolaire ne sont pas toujours au rendez-vous après pour les engagements
dans les traités. Donc, c'est là qu'intervient la soft law, le droit déclaratoire. Alors, ça semble assez paradoxal, mais voilà, du droit mou. Et notamment, si je reviens sur le Conseil de l'Europe, donc organisation européenne, enfin internationale, qui siège à Strasbourg, adopte beaucoup de recommandations, et ça fait longtemps, des recommandations sur Internet, les biais algorithmiques, les biais des moteurs de recherche, qui ne sont pas contraignants, mais qui peuvent fournir des orientations aux États, s'ils veulent bien les suivre, aux différents, alors le terme aujourd'hui de parties prenantes qu'on retrouve, et puis la Cour européenne des droits de l'homme, puisque si je reviens à mes premières idées et à la façon dont le juge pose son raisonnement, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme, pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme texte contraignant, elle se tourne aussi vers la soft law adoptée au sein du Conseil de l'Europe pour actualiser le texte de 1950. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que par le truchement de ces textes non contraignants, on va avoir une lecture actualisée, par exemple, de l'article 8 sur la protection de la vie privée. Il n'y a pas dans la Convention de 1950 de droit à la protection des données à caractère personnel, parce que la question n'était pas posée en ces termes. Mais sur la notion de protection de la vie privée, eh bien, ces textes de soft law vont jouer contre les États, ou en tout cas pour éclairer la Convention de 1950. Radio Laser est maintenant disponible en DAB+. Vous, il vous arrive de travailler sur des versions préliminaires de textes qui vont être soumis. Comment cette mécanique se fait par exemple, les gens de Rennes sollicités pour préparer ou participer à des groupes qui vont rédiger une première mouture de loi. Comment tout ça, ça... On peut espérer que certaines de nos publications, de nos travaux de réflexion vont intéresser, éclairer le politique, que d'ailleurs on peut inviter aussi à participer à nos travaux, notamment je pense à des colloques. Ensuite, il y a aussi des auditions qui peuvent être faites par le législateur d'experts, notamment juridiques, sur tel ou tel texte. J'avais été contente quand j'avais vu dans un discours du vice-président du Conseil d'État une citation par rapport à un de mes articles. C'est vrai que voilà. On travaille aussi sur ces versions. Si l'auteur veut prendre la question, c'était ces versions en cours. Notamment, on y a accès grâce au numérique, on peut suivre. Et la communauté peut réagir à titre individuel ou collectif. Alors sur ces la communauté, je parle de droit. Hein. Oui. Eh bien, on voit bien qu'on travaille souvent quand même. On commence à travailler sur un texte qui est dans par exemple le règlement sur l'intelligence artificielle. On a publié les uns et les autres sur les versions premières propositions, le livre blanc de la Commission européenne, les premiers travaux, et puis suivi l'adoption et signalé que tel ou tel élément nous semblait... Oui, en fait, c'est une réflexion qui se concrétise par des articles, par des ouvrages, et qui servent de base, finalement, à l'élaboration de textes particuliers sur un sujet particulier. C'est un peu ça. Et alors là, peut-être si on revient un peu sur le numérique, on voit notamment, par exemple, que LinkedIn est particulièrement utilisé par la communauté des juristes actuellement, qui n'hésitent pas à chaud, en direct, à réagir à l'adoption, le texte ou la version préalable. Il y a beaucoup plus de partage aussi et beaucoup plus de prise de position en direct et en direction de la société civile, il me semble, à ce moment-là, par le biais de ce type de réseau social. Je crois que les auditeurs et les auditrices ont compris que les données de santé représentent un enjeu stratégique pour un pays, dans la mesure où elle permet d'avoir une photographie de la population avec toutes les maladies existantes, donc toutes les fragilités existantes, etc. Et que, arrivé, on le voit à travers les attaques qui sont menées par les hôpitaux, il y a des failles dans tous nos dispositifs pour ça. Bon, un mot peut-être quand même sur cette question de protection et des données de santé.
Peut-être que si on regarde, alors moi j'avais travaillé avant la pandémie sur la position et les stratégies de l'OMS en cybersanté, donc l'Organisation mondiale de la santé qui a été après au cœur aussi d'initiatives en lien avec la lutte contre la Covid-19, avait adopté en 2005 une stratégie de cybersanté. Et c'est là où on voit finalement l'ambiguïté ou l'ambivalence de ces nouvelles technologies, parce que cette cybersanté qui consiste à utiliser toutes les ressources des nouvelles technologies pour avoir des dossiers patients numérisés, pour accéder à la télémédecine, et ça c'est particulièrement important, bon, que ce soit dans des lieux reculés d'un État comme la France, mais aussi dans des pays entiers dans lesquels il y a des partenariats qui sont faits entre Nord et Sud pour accéder à des diagnostics à distance. Eh bien, forcément, le deuxième volet, c'est qu'il y a une augmentation des vulnérabilités par l'objet même, l'utilisation même de ces nouvelles technologies. Donc, pour les données de santé, données à caractère personnel, mais en plus qui sont des données particulièrement sensibles, parce que là, la donnée de la santé, relative à la santé, l'état physique, psychologique ou autre d'une personne. Et puis, deuxième vulnérabilité par rapport au système eux-mêmes. Et donc, ces systèmes qui peuvent faire l'objet, on sait que les hôpitaux sont cibles, contrairement à ce que prévoit le droit international humanitaire, dans des conflits armés, mais on a aussi ces intrusions dans les systèmes informatiques hors période de conflits armés, et on en a eu des illustrations proches ici en Bretagne. Alors là, il y a un cadre juridique aussi qui s'est mis en place, des bonnes pratiques. J'ai la chance d'intervenir à l'IPAG, à Rennes, dans un Master 2 qui est dédié droit et gestion du secteur sanitaire et social. Et là, je me suis vu confier un cours santé et numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que le cours intervient après une période d'observation menée par ces étudiants de Master 2. Et ça permet d'avoir aussi une sorte de, en tout cas pour moi, de retour d'expérience, en fait. Je trouve ça intéressant. Au-delà du retour d'expérience qu'on a quand on est simple patient, on voit que voilà, c'est pas si simple. Non, et ça permet de voir aussi comment ça se passe concrètement, comment ces questions sont traitées. Parce que le droit encadre ces questions, notamment il y avait la directive Nice, et puis on sait que de façon plus générale, on a les opérateurs d'importance vitale, le cadre français et le droit de l'Union européenne qui se superposent en la matière et qui s'articulent les uns avec les autres. Mais voilà, et là je trouve ça intéressant. J'ai pas trop parlé de la partie enseignement, c'est que j'essaye de faire des liens entre l'enseignement et la recherche, comme beaucoup de collègues. Donc je suis co-responsable d'un Master 2 Affaires internationales au local, qui est à la faculté de droit et sciences politiques de Rennes, qui est un master de la filière sciences politiques, de la mention sciences politiques, mais que je co-dirige avec un collègue politiste. Et j'ai découvert aussi ici le travail en fait des politistes avec un travail de terrain, des enquêtes de terrain, et ça, ce qu'on ne fait pas beaucoup en droit. Et moi, je trouvais ça particulièrement intéressant. Donc, j'essaye de... Voilà, on a rajouté 20 heures à la plaquette pour faire une articulation recherche-enseignement. On a créé un réseau de recherche qui s'appelle PILAC, Pensée l'international au local, où les étudiants sont investis aussi, ils viennent pour les journées d'études, ils participent pleinement. Et donc ces questions-là, du numérique, mais pas que, peuvent aussi alimenter les travaux de recherche des étudiants et vice-versa. Et voilà. Moi, je ne peux que vous encourager à aller sur le terrain. On a beaucoup de collègues qui font du travail de terrain dans toutes les disciplines et aller vers soit les EHPAD, soit vers les écoles, les lycées, c'est quelque chose de formidable. Alors, il nous reste très très peu de temps. Si vous aviez une recommandation à faire à nos jeunes auditeurs ou nos jeunes auditrices, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, j'en ai discuté avec ma cadette ce matin. Elle me disait qu'il fallait tenter, être curieux et tenter sa chance et être toujours curieux des métiers, curieux, se faire confiance aussi. Il y a plein de portes à ouvrir, il y a plein de choses à découvrir. Et alors, le métier d'enseignant-chercheur, c'est incroyable de pouvoir toujours apprendre. J'ai oublié de parler du Master 2. J'interviens à la Cyber School dans un Master 2 cryptographie et cybersécurité où je me suis améliorée aussi sur ces questions et je découvre plein de choses. Donc, je pense que voilà, il faut oser se faire confiance, il faut oser contacter les uns et les autres et saisir les opportunités qui sont offertes, que ce soit au collège ou au lycée, ultérieurement.
Et grâce à des émissions comme celle-là, grâce à des ressources qu'on trouve aussi en ligne, parce qu'il n'y a pas que le volet négatif de tous ces aspects numériques, il faut Vous faites des portes ouvertes aussi à la faculté de droit. Vous participez aussi aux journées de la science. Je ne sais plus quel est l'intitulé exact, qui ont lieu au Champ Libre en général. Alors, j'en ai parlé avec mon doctorant. On a dit que l'année prochaine, on présenterait nos travaux sur blockchain. Voilà, donc cette rendez-vous. Année, c'est à l'automne. Hein, oui. Rendez-vous donc au Champ Libre. Parce que c'est un lieu quand même magique. C'est le 40e anniversaire des Champs Libres. Il y avait une petite cérémonie qui avait lieu hier soir à l'hôtel de ville de Rennes pour fêter ses 40 ans. Et bien, ce qu'on peut leur dire avec Sandrine, c'est que on attend les 50 ans déjà, hein, et avec un bond encore en capacité de diffusion de la science et de la passion de la science. Et on peut faire confiance à Michel Cabaret, même si, bon, il est comme tout le monde. Il prend un peu d'âge, mais il est encore, je trouve, je l'ai vu il y a pas longtemps, il est encore d'un enthousiasme absolument incroyable. Absolument incroyable. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci Félix, merci Jean-Louis. Vraiment merci pour ces échanges, pour l'invitation. Et puis, donc, notre émission sera disponible en podcast sur le site de Radio Laser et fera l'objet d'un article sur le site Unidivers. Je vous dis au revoir à tous les deux, au revoir Sandrine, au revoir Jean-Louis, au revoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs et à un prochain voyage extraordinaire dans les sciences.